Le foot est ennuyeux. C'est pas moi qui le dis, c'est Neymar, Gérard Piqué, Ronaldo ou encore Marcelo Bielsa. En ce moment, les audiences du sport chutent et la Liga n'attire plus. Ça soulève deux questions. Est-ce que par essence, le football est plus ennuyeux que d'autres sports? Est-ce qu'il est devenu ennuyeux récemment? Ou alors, ni l'un ni l'autre? Dans cette vidéo, on va revenir sur cette notion d'ennui, ou à l'inverse de divertissement, en comparant le foot avec d'autres sports. J'ai regardé beaucoup de matchs, compilé de nombreuses données pour arriver avec 4 critères qui permettent selon moi d'expliquer le niveau de fun d'un sport. Dans une seconde vidéo qui arrivera dans une semaine, on verra comment certaines disciplines se sont renouvelées pour faire face à l'ennui croissant de leurs spectateurs. Mais commençons avec une première notion, la question du temps de jeu. Bien évidemment, tous les sports n'ont pas la même durée. Des mi-temps de 40 minutes pour le rugby, 45 minutes pour le foot, 30 minutes pour le handball. En NBA, c'est 4 quarts temps de 12 minutes, et enfin en cyclisme par exemple, c'est des courses de plusieurs heures. Le temps officiel, c'est évidemment important, mais c'est pas forcément corrélé avec le temps réel que l'on va passer dans un stade ou devant sa télé. Pour se mettre dans la peau d'un spectateur, ce qu'il faut regarder, c'est le temps de jeu total, du coup de sifflet initial au coup de sifflet final. C'est un temps bien plus réaliste pour caractériser le divertissement proposé. Je vais me concentrer sur le jeu et pas sur les à côté comme le temps d'accès à un stade, donc vos galères de parking ou de RER pour arriver au Stade de France sont ici pas prises en compte. Désolé. On peut donc commencer l'analyse par regarder le temps total d'une rencontre ou d'un événement pour différents sports. On peut voir que ce temps peut aller de 90 minutes pour le handball ou la Formule 1 à 3 heures pour le baseball ou le foot US. Le foot européen se situe dans un entre-deux, avec juste un peu moins de 2 heures au total, passé dans un stade ou devant sa télé. Mais bon, s'arrêter là, ça serait évidemment trop simple. On va ajouter de la complexité progressivement, à commencer par les arrêts de jeu. C'est quand la petite horloge ne tourne pas. Pendant les mi-temps, quand il y a une blessure ou lors des temps morts dans certains sports par exemple. Au foot, c'est simple, c'est 15 minutes après la première mi-temps et basta. C'est à ma connaissance le seul sport où le temps ne s'arrête pas à d'autres moments et où on laisse un mec décider s'il veut rajouter 5 minutes ou 14 minutes. Ok. Une étude a d'ailleurs montré que c'était globalement aléatoire. Un autre exemple, au rugby, on a aussi cette pause médiane, mais le temps s'arrête à d'autres moments, pour faire appel à la vidéo par exemple. Cela rend au total un match de rugby presque aussi long qu'un match de foot. On peut faire les mêmes démarches pour d'autres sports. Un petit point, si votre sport n'est pas représenté, c'est que j'ai pas eu assez de données ou que j'ai jugé la comparaison pas pertinente. Pour le baseball et le tennis, il n'y a pas vraiment d'arrêt de jeu, c'est donc juste quand la balle n'est pas en jeu. On voit que pour les sports américains, ces arrêts sont fréquents et longs. Alors oui, ça permet de mettre de la pub, mais pas uniquement, on y reviendra. Plusieurs catégories de sports se dessinent déjà. Certains sont très hachés, avec beaucoup de pauses, d'autres prennent plus leur temps. On va rajouter un niveau d'analyse avec une autre catégorie de temps. Quand l'horloge tourne mais qu'il se passe rien, quand le temps file mais que la balle n'est pas en jeu, j'ai appelé ça le temps nul. C'est assez énorme au rugby, par exemple quand une mêlée se met en place ou avant une transformation. Le temps défile mais il n'y a pas d'action. C'est présent au foot aussi quand un gardien va jouer un 6 mètres, quand un joueur fait sa célébration pendant 10 minutes, ou quand des joueurs vont chercher à gagner du temps en restant au sol par exemple. Sur les 97 minutes de temps joué au foot, 39 minutes correspondent à ces temps nuls. Il y a notamment près de 9 minutes où la balle est en touche, 6 minutes de perdu sur les 6 mètres, etc. Pour le rugby, on a même plus de temps nuls que de vrais temps de jeu, 46 minutes contre 34 minutes. C'est une notion évidemment inexistante dans les sports où le temps s'arrête dès que la balle sort, comme au basket. Bon, vous voyez peut-être où je veux en venir. Qu'est-ce qu'il nous reste quand on retire les arrêts de jeu et ces temps nuls? Dans certains sports, plus grand-chose. Pour le football américain, sur 180 minutes de votre présence au stade ou devant votre télé, vous verrez seulement 11 minutes de jeu, soit 6% de votre temps. C'est ce qu'on appelle le temps de jeu effectif. C'est le temps où l'action se déroule. C'est une notion qui est bien connue des instances de chaque sport, car toutes les disciplines vont chercher à l'augmenter. On verra ça dans la prochaine vidéo. Pour le foot européen, ce temps de jeu effectif s'élève à 58 minutes, soit 51% de votre temps. Derrière cette moyenne globale, il y a des situations bien différentes en fonction des styles de jeu. Les équipes avec de longues possessions de balles vont avoir tendance à augmenter ce temps de jeu effectif. Les équipes qui ont tendance à hacher le jeu, en faisant plus de fautes, en dégageant la balle plus souvent, vont le baisser. De retour sur nos graphes, on voit que le sport où ce taux est le plus élevé, c'est la Formule 1. C'est un peu particulier, on verra ça juste après. Mais on a aussi le handball. Les matchs sont courts, la balle est presque tout le temps en jeu, il y a très peu de temps d'arrêt.
Bien, maintenant ça serait trop simple de s'arrêter là. C'est pas parce que le temps tourne qu'on voit des choses intéressantes. Ceux qui ont vu le PSG en Ligue des Champions ou l'équipe de France cet été peuvent en témoigner. Alerte second degré. Si on en restait là, le marathon serait le sport le plus divertissant. 3 heures de temps de jeu effectif, pas d'arrêt et un chrono qui tourne tout le temps. J'ai évidemment rien contre les super-héros qui pratiquent ce sport, mais on sait tous que c'est plus complexe. On va devoir parler de ce qui se passe dans ces temps de jeu, on va parler du nombre de buts, de points ou d'actions par match. Le sport que l'on regarde, en général compétitif, cherche à trouver un vainqueur. Il n'y a pas 10 000 moyens de le faire, arriver premier ou marquer plus de points. Une première manière de voir les choses, c'est simplement de regarder le nombre de points marqués en moyenne par match. Évidemment, c'est très déséquilibré et ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est divertissant en réalité, c'est pas les points marqués, mais la tentative, l'action de le faire. J'ai donc comptabilisé le nombre d'actions divertissantes par match, les actions que l'on veut pas manquer, celles que l'on voit dans les résumés le lendemain d'un match ou dans les compilations sur YouTube avec de la techno. Bien, mais qu'est-ce qui rend une action divertissante ? C'est très subjectif, donc on va sûrement pas être d'accord. On peut facilement s'entendre pour certains sports, le nombre de tirs au hand ou au basket, les lancers au baseball, les dépassements en Formule 1, les attaques en cyclisme. Pour d'autres, c'est plus compliqué. On prend quoi pour le rugby ? Pour le foot, juste les tirs ? Et ça, c'est pas divertissant peut-être ? Et ça, vous pourriez pas le regarder toute la journée ? J'ai donc comptabilisé tous les tirs, mais aussi les dribbles et les tacles réussis pour le foot. Le rugby est si divers que c'est difficile de définir les actions divertissantes. J'ai pris les actions menant à des points, les mêlées et les courses avec ballon. Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire, en ayant en tête qu'on n'a pas toujours la donnée de facilement accessible. On aboutit à un nombre moyen d'actions par match pour chaque discipline. On voit déjà un nombre important d'actions pour le rugby, ça peut venir du type d'action que j'ai choisi. Il nous reste une dernière opération à réaliser. Si on va aller au bout de la démarche, on peut diviser ce nombre d'actions par le temps de jeu effectif. Ce graphique, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier, montre donc le nombre d'actions par minute de temps de jeu effectif. Dit comme ça a l'air compliqué, mais concrètement en prenant le basket, ça veut dire qu'en 1 minute de temps écoulé, on aura vu presque 4 tentatives de panier. Le foot possède presque le taux le plus bas recensé avec un tir, dribble ou tacle réussi par minute. On a donc beaucoup de temps de jeu mais très peu d'actions. Dans un match de foot, on va avoir majoritairement des temps faibles, en tout cas en apparence pour le spectateur. À l'opposé, on a le football américain, où le temps de jeu effectif est très faible mais le nombre d'actions par minute est énorme. Concrètement, au football américain, il y a très peu de temps de jeu, mais quand la balle est en jeu, on est certain que quelque chose de fou va se passer. Le foot brille plus par son incertitude. Mais c'est du coup aussi ce qui fait sa beauté. Pendant un moment, il se passe rien, et puis d'un coup... Mais alors que la société nous habitue à être sollicité toutes les 15 secondes, est-ce que le foot peut se permettre de garder son fonctionnement actuel avec de longues phases sans action ? Chacun se fera son avis, mais ça mérite réflexion en tout cas. Bon, à ce stade de la vidéo, on a déjà vu plein de choses. La différence de temps et de son usage, ou le nombre d'actions et leur répétition. Schématiquement, on pourrait définir 3 types de sports. Ceux avec une intensité continue, Basket, hand, tennis ou rugby. où globalement tu peux prendre le match à n'importe quel moment, tu vas voir quelque chose. Ce rythme continu nous récompense régulièrement en tant que spectateur, mais il est rare qu'on explose de joie pour un point, sauf s'il a lieu dans les dernières secondes. On a aussi les disciplines avec des moments décisifs, où quelques instants clés définissent l'ensemble de la rencontre. On va avoir peu de moments stimulants, mais ils vont être très très intenses. Entre ces instants, la gestion du temps va être différente, entre le foot US où le divertissement va se passer en dehors du terrain, et le foot où on va assister plutôt à des phases de mise en place. Enfin, on a les sports à tension progressive, où petit à petit, l'intensité va augmenter et l'intérêt réside principalement dans la fin de l'événement. Je sais, c'est pas toujours le cas en cyclisme, il peut y avoir des attaques pendant toute la course, en tennis une fin de set hyper intense, mais globalement vous voyez l'idée. Si je fais ces schémas, c'est pour montrer que notre rapport à l'ennui et au divertissement va varier en fonction des sports, que chaque discipline va être divertissante à sa manière, faut juste trouver celle qui nous correspond le mieux. Pour aller plus loin dans cette notion d'ennui ou de fun dans le sport, faut qu'on revienne aux sources et se mette dans la peau d'un spectateur qui découvre une discipline. Ces histoires de temps de jeu effectif ou de nombre d'actions par minute n'ont pas vraiment de sens si on comprend rien à ce qu'on est en train de regarder. On va parler de la facilité ou de la complexité de découvrir un sport. Sur la chaîne, j'essaye du mieux possible de quantifier et d'objectiver chaque enjeu. Pour cette notion de simplicité et de complexité, j'aurais pu procéder par un sondage, ou éventuellement, calculer le nombre de mots présents dans les livres de règles de chaque sport. Mais pour une fois, on va essayer de rester sur des choses simples.
Imaginez expliquer l'essentiel des règles d'un sport en une phrase à quelqu'un qui n'y connaît rien, sans devoir ajouter de subtilité. C'est 2 équipes de 11 joueurs qui tapent dans un ballon avec leurs pieds pour le mettre dans le but adverse. Ok, ce sport a l'air simple, essayons un autre sport. C'est 2 équipes de 15 joueurs qui doivent poser le ballon dans le camp adverse en courant avec la balle dans les mains, sans jamais se faire de passe vers l'avant, sauf avec les pieds. S'ils le font avec les mains, dans ce cas on réunit 8 joueurs de chaque équipe pour qu'ils se poussent afin de récupérer la balle. On peut marquer 5, 3 ou 2 points, tu peux même marquer s'il y a une faute qui t'empêche de marquer. Bref, vous voyez où je veux en venir, la simplicité des règles permet plus facilement d'appréhender un sport dans son ensemble et donc de l'apprécier dans un premier temps. Un sport simple par ses règles et sa mise en scène va parler à un grand nombre de personnes, on va pouvoir le regarder avec des enfants, des personnes qui ne parlent pas la même langue, et il pourrait être enseigné à l'école par exemple. Bien sûr, si on s'arrêtait là, on regarderait du tir à la corde toute la journée et on serait très content. Si c'est important de comprendre rapidement et facilement les règles d'une discipline, pour ne pas vite s'ennuyer, il faut que le sport apporte une couche de diversité et de complexité supplémentaire. Pour les publics déjà acquis, la complexité permet d'apporter des niveaux de profondeur, sur le choix des stratégies, sur les nouvelles manières de voir le jeu ou sur les joueurs à sélectionner par exemple. Plus il y a de complexité, plus il y a de manières de répondre à un même problème, ce qui va augmenter le plaisir de visionnage. L'idéal, c'est donc d'avoir un sport simple à comprendre, mais qui apporte des niveaux de complexité supplémentaires si on s'y intéresse. Le foot répond bien à cette problématique. Pas besoin de savoir ce qu'est un 4-3-3 ou un contre-pressing pour facilement comprendre l'essentiel de ces enjeux. Mais depuis quelques années, des critiques émergent sur la baisse de diversité du spectacle. C'est flagrant au niveau international, les plus petites équipes vont essayer de ne pas prendre de but en garant le bus devant les cages comme on dit. À l'inverse, on reproche régulièrement au rugby d'être trop complexe, que ces règles changent trop souvent, ce qui perdrait pas mal de gens en route. Mais parfois, on n'a juste pas besoin de tout comprendre pour apprécier le spectacle. Je connais pas toutes les règles du rugby, mais ça m'empêche pas d'apprécier une percée offensive ou une défense intense à 2 mètres de la ligne. Tout est une question d'équilibre et d'ajustement. Les disciplines changent régulièrement leurs règles pour simplifier le jeu ou le dynamiser. On reviendra dessus en détail dans la prochaine vidéo. Potentiellement, le foot est devenu trop prévisible. Les équipes qui pensent perdre ne vont plus prendre de risques et jouer prudemment. Le projet de Super League, une ligue fermée qui avait une chance de remplacer la Ligue des Champions, souhaitait y remédier en qualifiant automatiquement les mêmes équipes chaque année et en empêchant les relégations. En étant garanti de ramasser un pactole, ce n'était plus nécessaire d'avoir peur de perdre, même si au passage, cela mettait de côté 99% des autres équipes. Pour l'instant, on n'a parlé que de critères sportifs, le temps de jeu, le nombre d'actions ou la complexité. Mais quand on va au bar ou dans un stade pour regarder un match, ce qui se passe sur le terrain ne contribue qu'en partie à notre divertissement. Il faut qu'on aborde tout ce qui se passe autour des terrains. Je fais partie des gens qui vont voir un match autant pour le jeu que pour l'ambiance. C'est un critère essentiel de divertissement et toutes les disciplines l'ont compris. Cette ambiance peut venir des supporters eux-mêmes, avec les chants, les tifos, les danses, les fanfares. C'est quelque chose de très répandu en Europe ou en Amérique du Sud, mais moins en Amérique du Nord, hors sport universitaire, où les tribunes sont plus calmes. Et les billets à 500 €. Il y a aussi tout ce que le club ou l'organisateur a prévu. Des concours à la mi-temps, une danse de la mascotte, des interactions avec le public, de la musique, des jeux de lumière, etc. On peut aussi citer tout ce qui concerne l'infrastructure de l'enceinte sportive, de la beauté des décors aux écrans géants, qui permettent de profiter différemment de la rencontre. Concernant le sport que l'on regarde chez soi, les diffuseurs, quand ils ne remplissent pas les arrêts de jeu avec de la pub, se reposent sur d'autres moyens pour garder l'attention du spectateur. Des débats, des analyses ou des annonces pour les prochains matchs. La télé apporte aussi d'autres regards, des ralentis, des angles différents ou des effets visuels, de la ligne de hors-jeu à des choses plus extravagantes, même si on n'a pas encore trop ça en Europe. On l'a vu tout à l'heure, le foot propose peu d'arrêts de jeu. Donc dans un stade ou à la télé, on a très peu l'occasion d'être diverti par autre chose. D'un côté, ça permet de ne pas avoir de la pub pendant 45 minutes, ce qui est rare aujourd'hui. De l'autre, si un match devient long, on sera vite tenté de faire autre chose et on n'aura rien pour nous rattraper. C'est un peu le seul sport qui fonctionne comme ça. Les autres sports ont une intensité qui permet de relancer notre intérêt toutes les 30 secondes avec de nouvelles actions, ou alors des arrêts de jeu qui vont être comblés avec des analyses ou des résumés de matchs. Un autre élément que j'avais pas en tête avant d'écrire cette vidéo, c'est qu'une partie des gens ne regardent pas un sport pour le résultat, les analyses ou même les actions clés, mais plutôt pour l'aspect sensationnel, voire des prouesses sportives ou athlétiques. Des choses que l'on imagine faire à l'entraînement ou que l'on rêvait de faire quand on était gosse. Je parle de dunk au basket, de retourner ou de dribble au foot par exemple. Et justement pour ces deux sports, il y a des débats en ce moment sur la baisse de sensationnalisme. En NBA, les tirs à 3 points sont devenus l'arme principale et le foot ne mettrait plus autant en avant les actions à sensation. Les joueurs de dribble auraient disparu, le jeu deviendrait moins beau, trop stratégique même, donc plus ennuyeux.
Honnêtement, ça peut s'entendre. Un certain nombre de stats montrent une baisse significative du nombre de dribbles par match, mais je trouve qu'il existe encore des joueurs frissons, comme on dit, capables de dribbler et d'attirer l'œil. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Enfin, un dernier critère qu'on peut pas vraiment quantifier et qui explique une grande partie de notre attache à un sport, c'est l'aspect émotionnel. On aime un sport ou une équipe parce que c'est de famille, parce que c'est l'identité de notre territoire, ou parfois parce qu'on le pratique depuis tout petit. Cet aspect émotionnel joue sur notre sentiment d'appartenance à un groupe, mais forcément aussi sur notre objectivité, et donc notre plaisir de regarder un sport. Quand on est fan d'une équipe, on ne regarde pas le sport comme une œuvre que l'on pourrait analyser. On voit uniquement ce qui nous plaît. C'est la différence entre les partisans et les puristes. Un fan ne va voir que la moitié des belles actions se déroulant dans un match, celle de son équipe, mais va ressentir les choses plus profondément. Les partisans préfèrent voir un match pourri qui finit par une victoire qu'un match incroyable qui finit par une défaite. Pour en revenir au foot, on a beaucoup entendu cet été que le foot était devenu ennuyeux. Si on lit entre les lignes, c'est souvent plutôt pour critiquer le jeu de l'équipe de France, du PSG ou de Manchester City. Mais il reste bien des beaux matchs de foot à voir. En prenant uniquement le critère du nombre de buts par match, on peut se tourner vers le foot allemand, qui possède un des ratios le plus importants d'Europe. Dans cette première partie, on aura vu ce qui, selon moi, rend un sport ennuyeux ou divertissant. Il y a des critères quantitatifs et d'autres plus personnels. La semaine prochaine, on verra comment certaines disciplines se sont renouvelées pour apporter plus de divertissement et voir si le foot peut s'en inspirer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. À très bientôt.